Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme je vous ai promis, c'est une vidéo qui va concerner la dernière partie du cours, l'analyse de régression et l'initiation à la modélisation par les séries chronologiques. Mais tout d'abord, j'espère que tous les étudiants sont en bonne santé et que Dieu va nous protéger, Inch'Allah, de ce virus pour revenir à l'école et retrouver le bon climat des études. Alors, j'ai reçu pas mal de mails me demandant des explications concernant que ce soit le cours sur les tests ou le cours sur les tests de Q2. Et donc, avant de commencer cette vidéo concernant le cours d'agrégation, je vais revenir sur ce cours-là et je vais faire une petite synthèse orale que peut-être va vous rendre service pour résoudre certains problèmes. Alors, pour la notion du test, alors la partie là où il faut bien faire attention et que vous devez connaître d'une manière impeccable, c'est la théorie de l'échantillonnage, parce que c'est la base. Alors, dans cette théorie d'échantillonnage, il faut faire attention à deux cas. Alors, il y a le cas où la population est normale, et dans ce cas-là, donc il y a des résultats exacts. Parmi les résultats exacts, la loi de X bar, qui est la loi normale, m carré sigma carré sur n. Il y a la loi de ns carré sur sigma carré qui suit la loi de Q2 à n-1 degré de liberté. Il y a la loi de nt carré sur sigma carré qui suit la loi de Q2 de degré n. Et il y a la loi de x bar moins m sur s sur racine de n-1 qui suit la loi de Student. Donc là, on a les lois exactes. Par contre, dans le cas où la population est quelconque et n est assez grand, donc je souligne le n doit être assez grand parce qu'il y a des convergences. Donc là, on a les résultats approximatifs. Donc le x bar moins m sur sigma sur racine de n, il converge vers la loi normale 0,1. Le ns carré sur sigma carré ne converge pas, mais vous avez un résultat à la limite qui est s carré moins sigma carré sur racine de mi 4 moins sigma 4 sur n qui converge vers la loi normale. Mi 4 c'est le moment centré d'autre 4. Et puis vous avez x bar moins m sur s sur racine de n-1 qui converge vers une loi normale. Donc c'est ces résultats-là qu'on utilise souvent pour faire le test, comme on l'a déjà vu au premier semestre, pour extraire l'intervalle de confiance. Alors pour construire un test, je rappelle les techniques. Donc on hésite entre deux hypothèses, H0, H1. H0 c'est l'hypothèse nulle et H1 c'est la contre-hypothèse. Et on veut prendre une décision. Dans la notion du test d'hypothèse, on prend un test sur un paramètre. Ça veut dire on veut tester est-ce que θ, un paramètre de la loi, est égal à θ0, θ0 connu, contre H1 θ différent de θ0. Alors il faut bien comprendre c'est quoi un test. Un test, ça veut dire on a de l'information et on veut s'assurer
quelle est la bonne information à prendre. Est-ce que le θ0 qu'on connaît peut remplacer θ ou bien non? Et donc, bien sûr, on cherche à décider. Et si on cherche à décider, donc il faut faire des observations, parce qu'on ne peut pas, en statistique, faire quelque chose sans l'échantillonnage. Donc, on fait les observations, et à partir de ces observations-là, il faut décider. Et bien sûr, quand on décide, on commet une erreur. C'est pour ça que vous trouvez dans la notion des tests, il y a deux erreurs. Il y a l'erreur de première espèce, alpha, qui est la probabilité de rejeter une hypothèse vraie, et bêta, qui est la probabilité d'accepter une hypothèse fausse. Et bien sûr, la puissance, c'est 1 moins bêta, la probabilité de rejeter une hypothèse, enfin, de rejeter H0, sachant H1. Et donc, pour faire le test, il faut minimiser ces deux erreurs, ça veut dire minimiser alpha et minimiser bêta. Alors, j'ai une question sur alpha. Ben, alpha, sachez bien, c'est une donnée. Donc, alpha, c'est le statisticien qui décide sur son sort. Donc, on fixe le alpha dès le départ, ça veut dire on veut minimiser l'erreur de rejeter une hypothèse vraie. Alors, pour construire le test, une fois alpha est donné, une fois on décide sur le sort de alpha, on fait un échantillon, on cherche un estimateur du paramètre θ. Une fois qu'on a l'estimateur, on cherche sa loi ou sa loi limite de cet estimateur, bien sûr en fonction de θ, il faut introduire θ d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on a la loi de cette fonction, on trace sa densité et on fixe le alpha. Donc pour fixer le alpha, il faut regarder la contre-hypothèse. Ou bien on fixe alpha sur 2, ou bien alpha d'un seul côté. Et là, j'ai expliqué comment il faut faire. Par exemple, dans le cas de la moyenne, la statistique qu'on utilise, c'est x bar moins θ sur sigma sur racine de n. Donc, on regarde x bar moins θ sur sigma sur racine de n dans la contre-hypothèse, c'est-à-dire dans la région B1. Et donc, si θ est supérieur à θ0, j'aurai x bar moins θ0 sur sigma sur racine de n, qui va être positif parce que l'estimateur de θ dans la contre-hypothèse, c'est x bar. Ça veut dire que c'est comme j'ai θ1 moins θ0. Et donc θ1 moins θ0 est positif. Ça veut dire que la région de rejet est carrément à droite. Et donc c'est là où je fixe alpha. Si j'ai x bar, enfin si j'ai θ différent de θ0, c'est la contre-hypothèse. Donc le signe, je ne le connais pas. Comme je ne connais pas le signe, donc je partage le risque en deux, alpha sur 2, alpha sur 2. Donc une fois qu'on fixe le alpha dans le schéma, on détermine le quantile à partir des tables statistiques. Une fois qu'on a le quantile, donc on calcule la statistique et on la compare avec le quantile. Si supérieur, ça veut dire si on est dans la région de rejet, donc on rejette. Si on est dans la région d'acceptation, on accepte. Donc c'est ça la notion de rejet d'un test. Alors la puissance, donc là il faut faire en général les calculs, mais quelquefois on ne peut pas calculer la probabilité de rejeter une hypothèse sachant que cette hypothèse est vraie. Et donc dans ce cas-là, on compare la valeur calculée par rapport au quantile. S'il est loin, donc c'est un bon test. Sinon, ça n'est pas un bon test, donc il ne faut pas prendre une décision. Ça veut dire qu'il faut revoir les données ou bien refaire le travail. Donc c'est ça la notion du test qui est la base. Pour le test de Key2, donc j'ai expliqué dans une vidéo de quoi il s'agit.
Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle l'analyse de régression linéaire. Alors l'analyse de régression linéaire, on a déjà vu ce que ça veut dire la droite de régression. Donc ça veut dire on cherche à remplacer un nuage de points. Ça veut dire remplacer les points du nuage par les points de la droite. Ça veut dire on commet une erreur. Et donc c'est cette erreur-là qu'il faut minimiser. Et la droite de régression, on va voir que ça va être un cas très particulier de l'analyse de régression. Donc c'est quoi l'analyse de régression? Donc on a un système, ça veut dire une boîte noire. Et comme vous savez, un système, il y a des entrées et puis il y a une sortie. Alors si je considère les entrées, c'est les caractères x1, x2, xk, ça veut dire gk entrée, et la sortie, c'est y. Alors l'objectif, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a une relation à développer entre y et les sorties, et les entrées qui sont les x. Donc là, vous avez un exemple simple, et on cherche est-ce qu'il y a une relation entre ces caractères. Alors la problématique, comme je viens de l'expliquer, donc j'ai k paramètres, k caractères, sont des variables qui sont les entrées de système. J'ai un sortie qui est la variable y, et donc je cherche une fonction f telle que y égale f de x1, xk. Donc ça, c'est la modélisation d'un système d'une manière générale. Alors bien sûr, c'est pas évident de trouver toujours ce f. Alors en analyse de régression linéaire, on va voir que f va prendre une forme un peu particulière. Alors les types d'analyse de régression qui existent, donc si j'ai une seule variable explicative x, c'est ce qu'on appelle la droite de régression, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un cas particulier. Et sinon, c'est la régression multiple. Alors bien sûr, on va considérer ici, dans ce travail-là, en général, les x ils sont quantitatifs pour avoir le modèle. Sinon, on parlera de régression logistique dans le cas où y est qualitatif. Et donc dans le cas où y qualitative et x est quantitative, et au qualitatif on parle de régression logistique. Sinon c'est la régression linéaire, et nous on s'intéresse surtout à la régression linéaire. Pour la régression logistique, alors là il y a d'autres techniques qu'on utilise en analyse de données, et surtout il y a la méthode de classification et la méthode d'analyse de correspondance, ou bien aussi le plan d'expérience qui nous permet de résoudre ce genre de problème. Alors pour ce cours-là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un modèle mathématique, et donc on va être dans le cas de caractère quantitatif. Alors pour la régression linéaire, donc le f va être une fonction linéaire, c'est-à-dire que j'essaye d'exprimer y
comme une somme, ou bien plutôt comme une combinaison linéaire des caractères d'entrée. Donc le f de x1 jusqu'à xk, c'est la somme i de 1 jusqu'à k, bêta i, xi. Donc vous avez tout de suite compris, l'objectif c'est de estimer les bêta i. Ben, l'intérêt bien sûr c'est clair, une fois qu'on justifie que les bêta i ont des valeurs acceptables, ça veut dire que le modèle est bon, on peut faire de la prévision, ça veut dire on injecte aux entrées des valeurs d'avenir et on va prédire le y. Alors bien sûr, pour avoir les bêta, donc il faut avoir un échantillon. Ben, l'échantillon ici, ça veut dire qu'on fait tourner le système. Tourner le système, ça veut dire qu'on a le passé. Donc on a les x et on a les y correspondants. Et donc faire tourner le système, bien sûr, on ne va pas avoir exactement y égale la somme bêta xi, mais on va commettre une erreur. Ben, c'est la même chose que dans la droite de régression. Donc remplacer un point du nuage par un point de la droite, je commets une erreur EI. EI c'est YI moins Y'. Ici Y', c'est la somme des bêta et xi. Et donc si je fixe les valeurs de xi, j'aurai YI égale la somme des bêta et xgi EI. Ici, le XGI, c'est pas une majuscule, mais ça veut dire une valeur. Hein. Et donc, pour chaque observation, j'ai une équation. Ça veut dire que j'ai une équation à k inconnu. Et donc, le problème, c'est de résoudre ce système-là. Alors, dans le cas de la droite de régression, on avait une équation simple. Donc on dérive par rapport au premier paramètre, on dérive par rapport au deuxième paramètre, et puis on cherche la solution et on montre que la solution minimise l'équation. Donc c'est là où on trouve que le A c'est SXY, c'est res de X, et le B c'est Y bar moins SXY, c'est res de X, X bar. Donc ici c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on opte à passer en notation vectorielle, c'est-à-dire je considère le vecteur y qui est le vecteur de sortie, le bêta c'est le vecteur paramètre, l'erreur i c'est le vecteur des résidus, et le x c'est la matrice des données. Ça veut dire quoi x? Ça veut dire, si je prends par exemple la première composante x11 de la matrice, ça veut dire c'est la première valeur observée sur le caractère x1. Donc d'une manière générale, xij, c'est la ième observation du caractère xj. Alors, la matrice est d'ordre kn, k c'est le nombre de variables, donc c'est les lignes. Donc la première ligne, ça veut dire c'est la première observation sur les différents caractères. Donc ça veut dire si je prends comme ligne 1, c'est le caractère 1, comme ligne 2, c'est le caractère 2, comme ligne K, c'est le caractère K. Comme colonne 1, c'est la première observation, comme colonne I, c'est la ième observation, comme colonne N, c'est la nème observation. Donc c'est la matrice des données, et ça, cette matrice-là, on l'a, parce que c'est l'échantillon. Alors, si je représente sous forme vectorielle cette notation qui est y égale x transposé bêta plus e,
c'est comme on est dans un espace Rn, bien sûr, parce que toutes les variables sont dans Rn. Et donc, on cherche à projeter y sur le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur x transposé bêta. Donc, n'oubliez pas au départ qu'est-ce qu'on cherche. On cherche à exprimer y comme une somme de bêta i xj, ça veut dire x transposé bêta. Donc, je cherche à projeter y sur le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur x transposé bêta. Et donc, je commets une erreur qui est E. Alors, bien sûr, la meilleure projection, c'est la projection orthogonale. C'est là qui va nous amener vers la méthode des moindres carrés. Et donc, géométriquement, j'ai le vecteur y, j'ai le vecteur x transposé bêta et j'ai le vecteur E. Donc, si je fais une projection orthogonale, donc j'aurai un triangle rectangle. Et donc, j'ai ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Ça veut dire que la norme de y carré est égale à la norme de x transposé bêta carré plus la norme de e carré. Et donc, à partir de cette forme-là, je peux exprimer la norme de e carré en fonction de la norme de y carré et la norme de x transposé bêta carré. Et donc, la méthode des moindres carrés montre qu'il faut minimiser la norme de e carré, c'est-à-dire minimiser y moins x transposé bêta carré. Alors, pour avoir une idée sur la solution, je vais prendre le meilleur cas, c'est là où l'erreur n'existe pas. Ça veut dire l'erreur est égale à 0. Ça veut dire on cherche à exprimer y sous la forme x transposé bêta directement. Je répète, c'est seulement pour avoir une idée. Alors, pour résoudre cette équation, on ne peut pas trouver bêta directement, parce que x transposé moins 1 n'a pas de sens, la matrice n'est pas carrée. Et donc on multiplie les deux membres par x, et donc j'aurai une nouvelle équation équivalente qui est xy égale x transposé bêta. Donc la matrice x transposé, c'est déduite à partir de la matrice des données. Alors s'il est inversible, donc on trouve que bêta x transposé moins 1, xy. Alors bien sûr la question qui se pose, est-ce que cette matrice existe? Ça veut dire est-ce que l'inverse existe? Ben, si vous regardez bien c'est quoi cette matrice x transposé, ce n'est qu'autre la matrice variance-covariance de la matrice des données. Et donc, si les variables d'entrée sont indépendantes, cette matrice elle est inversée. Et pourquoi on peut supposer que cette matrice existe toujours? Parce que ça n'a pas de sens de travailler avec des variables d'entrée qui sont dépendantes. Ils sont dépendantes, s'ils sont dépendants, ça veut dire qu'on peut exprimer une en fonction de l'autre. Donc la première chose qu'il faut faire en analyse de régression, c'est de tester est-ce que les variables d'entrée sont indépendantes. Ça veut dire déterminer les corrélations 2 par 2. Et si vous trouvez deux variables qui sont dépendantes, vous éliminez une ou vous exprimez l'une en fonction de l'autre. Donc sans perdre de généralité, on peut toujours dire que les variables d'entrée sont indépendantes. Et donc cette matrice-là, il existe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes avec un problème industriel, il faut s'assurer
que votre matrice est inversée, ça veut dire qu'il faut travailler qu'avec les variables d'entrée indépendantes. Sinon, vous éliminez les variables qui se répètent. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le théorème de Pythagore permet de trouver le E. Une fois qu'on a trouvé la solution bêta, donc il faut s'assurer est-ce que la solution est bonne. Ça veut dire est-ce que l'erreur est minimale. Ça veut dire est-ce que le E, la norme de E carré est négligeable devant la norme de Y carré. Et donc le critère qu'on utilise, si on trouve que la norme de E carré sur la norme de Y carré est dans les environs 10%, c'est que notre modèle est bon. Et ça veut dire qu'on peut faire de la prévision, ça veut dire qu'on peut injecter des X et j'aurai les Y correspondants, ça veut dire la prévision. Voilà l'exemple de tout à l'heure, voilà la solution, il est simple à calculer. Le grand problème c'est d'être capable de calculer x transposé moins 1. Bah, vous avez les moyens de calcul, vous avez les logiciels, MATLAB, etc. Ça ne doit pas poser de problème. La chose qu'il faut vérifier, c'est que les entrées sont indépendantes pour faire de l'analyse de régression. Voilà. Alors, je vais maintenant passer aux séries chronologiques. Alors, les séries chronologiques, en fait, c'est un domaine très très vaste. Et donc, pour ce cours-là, je vais le présenter dans le cas simple, comme une application de l'analyse de régression. C'est une méthode très intéressante. Et vous allez voir que la solution ne pose pas de problème si on peut le faire, bien sûr. Alors, c'est quoi une série chronologique? Une série chronologique, c'est une suite d'observations, mais qui dépend du temps. Ça veut dire que le caractère change en fonction du temps. C'est la météo, c'est la température, la pluie, les salaires en fonction des années, le nombre de touristes en fonction des mois, etc., etc. Donc une série chronologique prend une forme avec des points, et puis on joint les points par une courbe, et on détecte dans une série chronologique 3 paramètres. Il y a la tendance générale de la série. Ici, vous voyez que la tendance, ça ressemble à une droite. Et puis, il y a les cycles, ça veut dire les choses qui se répètent. Et puis, il y a l'aléatoire. Donc, on verra ça en détail. Donc, il y a bien sûr deux types d'horizons. C'est le court terme, moyen terme et peut-être quelquefois le long terme. En général, c'est le court terme, moyen terme, parce que le long terme, il y a des choses qui changent et on n'est pas sûr que la série va rester stationnaire. Alors la stationnarité de la série est très très importante, parce que si le phénomène ne reste pas stationnaire, alors c'est pas évident que le modèle va être adéquat. C'est le problème de virus Covid-19. Comme vous entendez aujourd'hui, tous les savants n'arrivent pas à maîtriser ce phénomène-là. C'est une série chronologique, bien sûr, parce que le nombre des gens qui sont infectés, le nombre de morts, le nombre de gens qui sont guéris évolue en fonction du temps. Mais comme le système, je l'ai déjà dit, c'est un système complexe, parce qu'il y a l'être humain, et il n'est pas stationnaire, hein.
Et donc, c'est très difficile de modéliser ce genre de phénomène. C'est pour ça qu'il faut faire une modélisation par tranche. D'ailleurs, il y a pas mal de modèles qui ont été inventés, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens ont bien compris que c'est un phénomène difficile parce qu'il y a l'être humain, il y a même la nature des virus qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est compliqué. Donc à chaque instant T, on a une observation et on veut trouver le modèle de la série. Ça veut dire les points qu'on trouve et l'équation de la courbe en rouge, c'est celle-là qu'on cherche. Ça va être le modèle de la série chronologique. Bien sûr, ce n'est qu'un modèle approximatif. Et donc, vous voyez là sur le schéma un exemple. Donc, c'est une courbe qui est croissante. Et donc, il faut avoir les observations. C'est ce qu'on appelle une série chronologique. Et ça veut dire qu'on cherche une formule mathématique qui exprime la courbe en rouge. Alors, parmi les méthodes qui existent en série chronologique, il y a les méthodes d'extrapolation, c'est ce qu'on va attaquer. Ça veut dire qu'on cherche à exprimer Y en fonction du temps. Ça veut dire quelle est la relation qui existe entre la sortie qui est Y, ça veut dire la série, et le temps. Donc il y a pas mal de modèles. Il y a le modèle sinusoïdal, Y t égale bêta 0 plus bêta 1 t plus bêta 2 cosinus oméga t plus bêta 3 sinus oméga t plus et. Donc ça c'est quand la série, ça veut dire que la courbe en rouge est une sinusoïdale. Il y a l'exemple simple de la droite, c'est la droite de régression qu'on a déjà vu. Il y a le modèle polynomial qu'on appelle régression linéaire. Et il y a la deuxième méthode de série chronologique pour les modélistes, c'est ce qu'on appelle les modèles ARMA. Ça veut dire là on ne cherche pas à exprimer Y en fonction du temps, mais on cherche à exprimer Y en fonction du passé, des observations et des passés des erreurs. C'est ce qu'on appelle les modèles ARMA ou les modèles de Box-Jenkins. Alors pour faire un cours sur ces modèles-là, je ne sais pas bien combien d'heures. Il y a toute une théorie qui a été faite par Box-Jenkins. Il y a des logiciels qui ont résolu ce problème de A à Z pour les modèles linéaires. Alors comment on représente une série chronologique? C'est simple. On donne les années, ça veut dire là où on a fait les observations. Et le YIJ, c'est le caractère étudié. Suivant la période, ça veut dire on cherche, est-ce qu'on cherche par jour, par trimestre ou par mois, etc. Et donc, ligne I, pardon. Donc,
Ligne I, par exemple, ici, c'est les années. Ligne J, c'est les mois. Ça veut dire que Y et J, c'est la valeur observée lors du J-ème mois de la I-ème année. D'accord? Par exemple, si je prends un exemple simple, I, c'est les années. Ça veut dire le nombre de touristes de l'année 1990 pendant le mois de janvier, etc., etc. Et donc le temps pour trouver les valeurs sous forme de YT, si vous faites une petite réflexion, donc le T c'est P I moins 1 plus J. Donc ça veut dire que tous les Y et J, je vais le noter comme YT. Par exemple, dans la première case, j'aurai Y1. Et donc Y1, c'est Y11. Et donc c'est pour ça que vous aurez P égale à 1, I moins 1, etc. Ça vous aurez 1. Et donc si vous allez avec les lignes, vous allez trouver Y1, Y2, Y3, etc. etc. Voilà. Et donc voilà comment on représente la série. Un exemple. Livraison d'essence en milliers de mètres cubes. Donc en 2014, on a les données. En 2015, on a les données. En 2016, on a les données sous forme de trimestre. Donc on va représenter cette série. Donc Y1, ça va être la livraison pendant le premier trimestre. Y2, la livraison du deuxième trimestre pour l'année 2014, etc., etc. Si on trace cette série-là, on voit que c'est une série sinusoïdale. Donc il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui se répètent, ça veut dire qu'il y a une période. Et donc vous voyez que ici on a 12 valeurs, parce qu'on a 3 années, et dans chaque année il y a un trimestre, enfin il y a 4 trimestres, et donc 4 fois 3 ça fait bien 12. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une série se compose de 3 composantes. Il y a la tendance générale, il y a la composante saisonnière, ça veut dire les choses qui se répètent, et puis il y a la composante aléatoire. Et donc, quand on décompose la série, par exemple, si je prends la série initiale, je dois déterminer la tendance qui est C, et puis la composante, et puis l'aléatoire. Voilà les exemples de méthodes d'extrapolation. Alors il y a ce qu'on appelle le modèle additif et le modèle multiplicatif et le modèle mixte. Donc le modèle additif, ça veut dire on a la somme, la tendance générale plus la saisonnalité plus l'erreur. Et le modèle multiplicatif, il y a le produit entre la composante saisonnière et la composante tendance générale. Alors, il y a une technique géométrique pour déduire plus ou moins quand est-ce qu'on a le modèle additif et les autres modèles. Alors, si votre série est encadrée entre deux parallèles, ça veut dire vous avez tout ce qui est le sommet et tout ce qui est la valeur minimale de la série passe par deux droites parallèles, on dit qu'on est avec un modèle additif. Sinon, on peut tenter le modèle multiplicatif. En général, le modèle multiplicatif, on le rend additif en passant au log. Alors, comme des exemples
de certains modèles de série chronologique. Alors il y a la droite, YT égale bêta 0 plus bêta 1t plus ET. Il y a le modèle linéaire en exponentielle, donc ça aussi. Il y a le modèle de saisonnière, hein, ça veut dire sinusoïdal, où là il y a un mélange entre la droite qui est la tendance générale et la saisonnalité. Et puis il y a le modèle polynomial. Alors, bien sûr, ce qu'il faut voir sur un exemple, par exemple sur l'exemple que je présente ici, qui est le taux d'ozone par année, ça veut dire pendant 13 années, on a le taux d'ozone et on veut déterminer une fonction qui exprime le taux d'ozone en fonction des années. Donc le plan à suivre, il faut vérifier que ces observations à l'origine d'une unité chronologique, bien sûr. Ça veut dire est-ce que vraiment c'est en fonction du temps, ce qui est le cas. Il faut tracer le graphe et regarder est-ce que j'ai deux droites parallèles et passer bien sûr à définir le modèle et déterminer le coefficient qu'on va voir après. Voilà la série, donc c'est bien une série plus ou moins saisonnière. Donc on a opté pour le modèle sinusoïdal parce que si regardez, si je reviens ici, la série il est parallèle à l'axe des abscisses, donc il n'y a pas de bêta 1, ça veut dire que j'ai directement bêta 0, il n'y a pas de bêta 1t parce que la série est parallèle. Et donc si on opte pour le modèle bêta 0 plus bêta 1 cosinus oméga t plus bêta 2 sinus oméga t plus et, bien sûr il faut déterminer la période qui va vous donner la pulsation oméga. Oméga, bien sûr il y a la relation entre t et la période. T c'est 2pi sur oméga. Et la période, bien sûr en général on la détermine, on l'estime à partir du graphe. Par exemple ici c'est plus ou moins 4. Donc c'est bien sûr si vous voulez faire du calcul poussé, il faut prendre la période exacte. Et si vous êtes dans un examen ou dans un exercice d'illustration, il faut prendre une période qui vous permet de faciliter les calculs. Et donc si j'opte pour ce modèle là, alors pour le résoudre, comment on a fait? Donc on l'a considéré comme un système dont les entrées c'est x1 c'est 1, ça veut dire partout il y a des 1. x2 c'est cosinus oméga t, x3 c'est sinus oméga t, et bien sûr la série, la sortie c'est yt. Donc si vous faites un schéma et vous prenez comme premier caractère c'est l'identité, comme deuxième caractère c'est cosinus oméga t, comme troisième caractère c'est x3, x3 c'est sinus oméga t et la sortie c'est yt. Et donc si vous appliquez l'analyse de régression, ça veut dire vous cherchez à exprimer yt comme bêta 0 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3. Bien sûr il faut s'assurer ici que les entrées sont indépendantes, ce qui est le cas, parce que vous savez bien que 1 cosinus oméga t et sinus oméga t forment une base. Et donc on forme la matrice des données. Donc là je vous conseille de voir l'exercice que j'ai corrigé, je vous ai envoyé.
Donc ici, la matrice, si je prends le premier caractère, vous aurez 1, 1, 1, 1 partout. Et le deuxième, vous aurez cosinus t, cosinus de t, cosinus 3t, etc. Et la dernière, sinus t, sinus de t, sinus 3t, etc. Bien sûr, il faut remplacer le oméga et vous aurez des calculs simples. Non, plutôt, pardon, j'ai des cosinus t, mais c'est pas cosinus t, mais c'est cosinus oméga, cosinus 2 oméga, c'est t qui le varie, la même chose pour sinus. Donc, une fois que vous avez cette matrice, vous la calculez et vous utilisez la formule bêta égale x transposé moins 1, vous inversez, xy. Bien sûr, ici, vous êtes dans un cas simple. Vous avez une matrice x transpose d'autres 3. Parce que vous avez 3 paramètres bêta 0, bêta 1, bêta 2. Alors, d'après les calculs sur le logiciel Spaces, donc on trouve que bêta 0 c'est 333,642. Bêta 1 c'est moins 2,242 et bêta 2 c'est moins 1,342. Alors il y a dans le logiciel, on peut tester la qualité de chaque paramètre, ça c'est par les intervalles de confiance. Et donc d'après les calculs, on trouve qu'on est avec un bon modèle. Ça veut dire que le modèle qui exprime notre phénomène peut s'écrire sous la forme YT, bêta 0 plus bêta 1 cosinus oméga t plus bêta 2 sinus oméga t. Donc ce que je vous conseille pour appliquer les séries chronologiques dans le cas d'analyse de régression, c'est de tracer la série, de regarder est-ce que la série est entre deux parallèles. Si elle est entre deux parallèles, vous optez pour un modèle additif. Bien sûr, pour faire rentrer le cosinus et sinus, il faut que votre série ait des formes de cosinus sinus, ça veut dire que c'est une série sinusoïdale. Il faut estimer la période graphiquement et déterminer le oméga. Une fois que vous avez déterminé le oméga, vous allez tout de suite attaquer la matrice X. Donc, je répète pour le cas que dans l'exercice d'illustration ici, la première ligne c'était des 1, la deuxième ligne il y a des cosinus oméga, cosinus 2 oméga, cosinus 3 oméga, etc. Et on s'arrête bien sûr à le nombre d'observations qui était ici 13. Une fois que vous calculez ces cosinus et ces sinus, vous avez la matrice X. Donc vous formez x transposé, ça va être une matrice carrée, on le sait bien, d'ordre n. Et ça va être une matrice ici d'ordre 3, parce qu'on a 3 paramètres à définir, bêta 0, bêta 1, bêta 2. Donc vous inversez la matrice, vous la multipliez par x, y, x vous la connaissez, y aussi c'est une donnée, et vous obtenez votre vecteur bêta. Pour vérifier est-ce que c'est un bon modèle, normalement vous calculez la norme de E carré. La norme de E carré, c'est la norme de x transposé y que vous avez déjà calculé. Et donc vous prenez la norme, vous retranchez la norme de y carré, enfin la norme de y carré moins la norme de x transposé y au carré. Et donc vous aurez la norme de E carré. Et vous formez le rapport de la norme de E carré sur la norme de Y carré. Et vous aurez normalement votre estimation et vous aurez en même temps la qualité du modèle. Donc je vous conseille de travailler les examens. Je ne suis pas sûr
qu'on va avoir des séances de révision, parce qu'on attend toujours les directives des ministères. Mais je pense que ça va être un peu difficile de reprendre les cours après 20 mai. Et donc peut-être qu'on va passer directement aux examens. Alors, est-ce que les examens vont avoir lieu au mois de juillet, ou bien juin, ou bien septembre? Là, je n'ai aucune idée. Mais pour ne pas attendre les décisions et attendre ce qu'on va faire, donc vous avez intérêt à travailler les exercices. Ce sont des exercices types. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de travailler, de faire l'exercice. Et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Vous pouvez m'envoyer des emails, vous pouvez me contacter directement. Je n'ai pas de problème. J'ai un seul problème: si je suis en forme, je réponds. Si je ne suis pas en forme, alors je retarde la réponse. Mais je réponds toujours à mes étudiants. Je vous conseille aussi de travailler tous les cours. Ne pas attendre jusqu'à mois de juin, juillet pour faire le travail. Ce que je peux vous garantir, vous allez passer des examens. Avec quelle méthode, je ne sais pas. Mais l'année va être, Inch'Allah, validée. Et bien sûr, on fait confiance à notre ministère et on fait confiance à notre gouvernement. Tout va se passer dans très bientôt et merci pour votre attention.